Je m'appelle Claire. Je suis professeure d'anglais dans un lycée d'une petite ville de banlieue tranquille. Mon mari, Marcus, est chercheur en médecine à l'hôpital universitaire. Nous sommes mariés depuis 7 ans et nous avons un fils de 5 ans, Owen. C'est un garçon curieux qui pose sans cesse des questions sur tout ce qu'il voit. Notre vie était simple et belle. Marcus partait tôt pour le laboratoire de recherche et rentrait le soir, souvent épuisé mais satisfait de son travail. Je corrigeais des copies à la table de la salle à manger pendant qu'Owen jouait avec ses camions miniatures. Le week-end, nous allions au lac ou passions du temps au musée des sciences, ce qu'Owen adorait. C'était une existence ordinaire, mais c'était la nôtre, et je la chérissais. La famille de Marcus était dominée par une figure centrale, son père, le docteur Harrison Bennett. Tout le monde en ville connaissait le docteur Bennett. Pendant 40 ans, il avait dirigé le dispensaire communautaire qui desservait les quartiers les plus pauvres. Il avait traité des milliers de patients, dont beaucoup n'avaient pas les moyens de payer. Il ne refusait jamais personne. Le journal local lui avait consacré des dizaines d'articles, le qualifiant de médecin du peuple et de saint de la médecine. 3 ans plus tôt, la ville avait même érigé une statue en bronze à son effigie dans la cour de l'hôpital. J'avais toujours admiré le docteur Bennett. Il m'avait accueilli chaleureusement quand Marcus et moi avons commencé à nous fréquenter. Il était charmant et éloquent, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants qui se plissaient quand il souriait. Il racontait des histoires d'accouchement au milieu de la nuit ou d'interventions d'urgence réalisées avec un équipement limité. Tous ceux qui le rencontraient repartaient inspirés. Marcus parlait rarement de son père, ce que j'avais toujours trouvé étrange. Quand le nom du docteur Bennett était mentionné, Marcus hochait la tête et souriait, mais il y avait quelque chose de vide dans son expression. Je l'avais interrogé à ce sujet une fois, au début de notre relation. « Tu ne t'entends pas avec ton père ?» Marcus avait marqué une longue pause avant de répondre. « C'est un grand homme », avait-il fini par dire. « Tout le monde le sait. » Ce n'était pas vraiment une réponse, mais j'avais laissé tomber. Il y a 3 semaines, tout a changé. Le docteur Bennett est mort dans son sommeil à l'âge de 72 ans. La cause officielle était un AVC. La ville entière a pris le deuil. Le maire a annoncé que le drapeau serait mis en berne pendant 1 semaine. La cour de l'hôpital s'est remplie de fleurs et de mots manuscrits. Les gens pleuraient ouvertement dans les rues. Marcus a réagi étrangement à la nouvelle. Quand l'hôpital a appelé pour l'informer, il est resté là, debout, le téléphone à la main, fixant le vide. « Papa est parti », a-t-il dit d'une voix blanche. Je me suis approchée pour le prendre dans mes bras, m'attendant à des larmes, mais il s'est éloigné et s'est enfermé dans notre chambre. Il y est resté des heures. Quand il en est finalement sorti, ses yeux étaient rouges, mais son visage était inexpressif, comme un masque. Les jours suivants, Marcus a à peine parlé. Il s'occupait des préparatifs des funérailles de manière mécanique. Quand des proches appelaient pour partager des souvenirs du docteur Bennett, Marcus écoutait poliment puis raccrochait sans apporter ses propres anecdotes. La nuit, je me réveillais et le trouvais assis dans le noir dans la chambre d'Owen, à regarder notre fils dormir. « Marcus, parle-moi », lui ai-je dit un soir. « Je sais que perdre ton père est difficile, mais tu ne peux pas m'exclure comme ça. » Il m'a alors regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. « Claire, il y a des choses que tu ne sais pas, » a-t-il dit lentement. « Des choses sur mon père. » Quelle chose? Mais il a secoué la tête et s'est éloigné. Les funérailles étaient prévues pour le samedi. L'église a dû ouvrir ses salles supplémentaires, car plus de 500 personnes comptaient y assister. D'anciens patients ont organisé une vidéo hommage. Le directeur de l'hôpital devait prononcer l'éloge funèbre. Des étudiants en médecine de l'université où Marcus travaillait avaient demandé la permission d'assister en blouse blanche en signe de respect. Le vendredi soir, la veille des funérailles, quelque chose s'est produit. Marcus a reçu un appel vers 21h. Je mettais Owen au lit quand j'ai entendu la voix de Marcus qui s'élevait dans la cuisine. « Non, vous ne pouvez pas faire ça, » disait-il. « S'il vous plaît, attendez. Nous pouvons en discuter. »
Il y eut une longue pause. « Je vous en supplie, pas demain, pas aux funérailles. » Une autre pause, puis la voix de Marcus se brisa. « Alors je ne peux pas vous en empêcher. » Quand je suis descendue, Marcus était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. « Qui était-ce » ai-je demandé. « Quelqu'un du passé de mon père » a dit Marcus sans lever la tête. « Que voulait-il » Marcus a relevé la tête. Son visage était pâle et couvert de sueur. « Claire, demain, aux funérailles, il pourrait se passer quelque chose de grave. Si ça arrive, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je te dirai. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Promets-moi juste que tu me feras confiance. » Je ne l'avais jamais vu comme ça. « D'accord, » dis-je doucement. « Je te le promets. » Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Marcus a fait les 100 pas dans le couloir jusqu'à l'aube. J'étais allongée dans le lit, écoutant ses pas, mon esprit tourbillonnant de questions. Le samedi matin est arrivé, froid et gris. Marcus a à peine touché à son petit déjeuner. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, sa jambe tressautant nerveusement sous la table. Owen a senti que quelque chose n'allait pas et s'est cramponné à moi, inhabituellement silencieux. Quand nous sommes arrivés à l'église, elle était déjà bondée. Les gens faisaient la queue dehors, ne pouvant entrer dans le bâtiment. Le cercueil était à l'avant, couvert de fleurs, avec à côté le portrait du docteur Bennett. Ce même visage bienveillant que j'avais vu sur des photos toute ma vie. Nous avons pris place au premier rang. Marcus était assis, raide, les mains agrippées aux accoudoirs. Je tenais Owen sur mes genoux. L'orgue a commencé à jouer. Le pasteur s'est approché du pupitre. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer un homme qui a consacré sa vie au service des autres, » commença le pasteur. Le docteur Harrison Bennett était plus qu'un médecin. C'était un guérisseur, un berger, une lumière dans les ténèbres pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. La congrégation a murmuré son approbation. J'ai vu des personnes âgées s'essuyer les yeux, des gens que je reconnaissais de l'épicerie et de la bibliothèque. Ils avaient tous été touchés par la gentillesse du docteur Bennett, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Le pasteur a continué, racontant histoire après histoire la générosité du docteur Bennett, la fois où il était resté éveillé 72 heures d'affilée pendant une épidémie de grippe, la fois où il avait payé les médicaments d'un patient de sa propre poche, la fois où il avait bravé une tempête de neige pour atteindre un enfant malade. La respiration de Marcus est devenue courte. J'ai pris sa main, elle était glacée. Puis j'ai remarqué un homme debout au fond de l'église. Il était mince et grand, probablement dans la cinquantaine, avec les joues creuses et des cernes sombres sous les yeux. Il portait un vieux costume noir qui flottait sur sa silhouette. Contrairement à tous les autres, il ne pleurait pas. Il fixait le cercueil avec une expression de rage pure et froide. Marcus l'a vu aussi. J'ai senti tout le corps de mon mari se raidir. « Oh mon Dieu !» a murmuré Marcus. « Il est venu. »« Qui est-ce » ai-je demandé à voix basse. Avant que Marcus ne puisse répondre, l'homme a commencé à remonter l'allée. Ses pas résonnaient dans le silence soudain. Toutes les têtes se sont tournées pour le regarder. Le pasteur s'est interrompu au milieu de sa phrase. L'homme est arrivé devant l'église et s'est tenu juste en face du cercueil du docteur Bennett. Pendant un long moment, il a simplement fixé le portrait. Puis, il s'est tourné vers la congrégation. « Je m'appelle Vincent Cole », dit-il. Sa voix était rauque mais portait dans toute l'église. Il y a 40 ans, le docteur Harrison Bennett a détruit ma vie. Un souffle a parcouru la foule. Le pasteur s'est avancé. « Monsieur, ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Il n'y aura jamais de bon moment, » dit Vincent en le coupant. « Parce que vous êtes tous déterminés à vous souvenir de lui comme d'un saint. Mais il n'en était pas un. C'était un monstre. » Les gens ont commencé à crier. « Comment osez-vous ? Sortez-le d'ici. Montrez un peu de respect. »
Vincent a levé les mains. J'avais 16 ans quand je suis allée à la clinique du docteur Bennett. J'étais sans abri, toxicomane, désespérée. Il a dit qu'il me guérirait. Il a dit qu'il avait un programme de traitement. Je lui ai fait confiance. Marcus se leva brusquement. « Claire, nous devons partir. Maintenant. » Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais hypnotisée par les paroles de Vincent. « Le docteur Bennett ne m'a pas guéri, » a poursuivi Vincent, la voix tremblante d'émotion. « Il m'a utilisée. Il nous a tous utilisés, les sans-abri, les toxicomanes, les gens dont personne ne remarquerait la disparition. Il a mené des expériences médicales sur nous sans notre consentement. Des médicaments expérimentaux, des procédures non testées. Il nous disait que c'était un traitement, mais nous n'étions que des rats de laboratoire pour lui. » L'église a explosé. Les gens hurlaient, pleuraient, traitant Vincent de menteur. Mais Vincent a continué à parler, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. 3 de mes amis sont morts à cause de ces expériences. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Le docteur Bennett a tout étouffé. Et quand je me suis enfin échappée après 2 ans, j'ai essayé de le dire aux gens, mais personne ne m'a cru. Il était trop respecté, trop aimé. Je n'étais qu'un toxicomane. Qui m'aurait écouté ? Marcus m'a attrapé par le bras. Claire prend Owen. On s'en va, tout de suite. La peur dans sa voix m'a fait réagir. J'ai soulevé Owen, qui s'était mis à pleurer à cause de tous les cris. Marcus nous a entraînés vers la sortie latérale, se frayant un chemin à travers la foule. Derrière nous, j'entendais les agents de sécurité essayer de faire sortir Vincent, mais sa voix continuait de résonner. Il gardait des dossiers détaillés de tout ce qu'il faisait. Ils sont cachés quelque part, et je vais les trouver. Nous sommes sortis de l'église en trombe, dans l'air froid. Marcus courait maintenant, nous traînant vers la voiture. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié. « Est-ce que ce que cet homme a dit est vrai ?» Marcus n'a pas répondu. Il nous a poussés dans la voiture et a démarré en trombe, laissant le chaos derrière nous. Owen sanglotait sur la banquette arrière. J'essayais de le calmer tout en regardant les jointures de mon mari, blanchies sur le volant. « Marcus, tu dois me dire ce qui se passe. Tout de suite. » La mâchoire de Marcus était si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. « Pas ici. Pas maintenant. J'ai besoin de réfléchir. » Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes. Marcus ne cessait de vérifier le rétroviseur, comme s'il s'attendait à être suivi. Finalement, il s'est garé sur un parking vide, derrière un centre commercial abandonné. Il a coupé le moteur et est resté assis, respirant fort. Puis il a parlé, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. « C'est vrai. Tout ce que Vincent a dit, tout est vrai. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ? » Mon père a mené des expériences médicales non autorisées sur des patients vulnérables pendant plus de 20 ans. Des sans-abri, des toxicomanes, des immigrés clandestins. Des gens qui ne pouvaient pas se défendre ou qui n'auraient pas été crus s'ils avaient essayé. Il leur disait qu'il les aidait, mais il testait des médicaments et des procédures expérimentales qui n'avaient pas été approuvées. Certains sont morts. Certains ont disparu. Et il a tout étouffé. Je ne pouvais plus respirer. « Comment sais-tu ça ?» Marcus s'est tourné pour me regarder, des larmes coulant sur son visage. « Parce que je l'ai vu, Claire. Quand j'étais enfant, j'ai tout vu. » Mon esprit s'emballait. « Tu savais ? Pendant tout ce temps, tu savais ? » J'avais 10 ans quand j'ai compris ce qui se passait. Mon père m'emmenait parfois à la clinique. Il me faisait attendre dans son bureau pendant qu'il travaillait. Un jour, je me suis ennuyée et je me suis aventurée dans les pièces du fond. C'est là qu'il les gardait, les patients de son programme expérimental. Ils étaient dans des pièces fermées à clé, certains attachés à des lits, d'autres clairement sous sédatifs. J'ai entendu des cris. J'ai vu un homme convulser à cause du médicament qu'on lui avait administré. J'ai couru jusqu'au bureau de mon père, terrifiée, et quand il m'a trouvée, je lui ai dit ce que j'avais vu. Qu'a-t-il fait ? La voix de Marcus se brisa. Il m'a fait asseoir et m'a expliqué que ces gens étaient malades et qu'il les guérissait.
Il a dit que la médecine a parfois l'air effrayante, mais que c'est pour la bonne cause. Il a fait en sorte que tout paraisse si raisonnable. J'étais juste un enfant, je voulais le croire. Alors je l'ai cru. Pendant des années, je l'ai cru. Quand as-tu compris la vérité? Quand j'étais en faculté de médecine. J'ai appris ce qu'est une pratique médicale éthique. J'ai découvert le consentement éclairé, les droits de l'homme dans la recherche médicale, et j'ai soudain compris que ce que mon père avait fait était criminel. Il avait utilisé des personnes désespérées comme sujet de test sans leur connaissance ou leur consentement. Il avait violé tous les principes éthiques de la médecine, et certains d'entre eux étaient bas morts à cause de lui. J'avais la nausée. L'as-tu confronté? Marcus hocha misérablement la tête. Quand j'avais 25 ans, je suis rentrée pour Noël et je lui ai demandé directement si ce qu'il avait fait était légal. Il n'a même pas nié. Il a dit que le progrès exige des sacrifices, que ces gens seraient morts de toute façon de leurs addictions ou de leur pauvreté, et qu'au moins leur mort contribuait à l'avancement de la médecine. Il a dit que j'étais trop idéaliste pour comprendre le monde réel. Et puis il m'a rappelé que si je le disais à quelqu'un, je m'impliquerais moi-même. J'avais été là. J'avais vu des choses et je n'avais rien dit. Je serais considérée comme complice, Marcus. J'ai été un lâche, Claire. Je me suis dit que je ne pouvais rien prouver, que tout s'était passé il y a si longtemps, que mon père avait arrêté de le faire depuis. Mais la vérité, c'est que j'avais juste peur. Peur de détruire ma famille, peur de ruiner ma carrière, peur d'aller en prison. Alors je suis resté silencieux. J'ai évité mon père autant que possible, mais je suis resté silencieux. Owen avait cessé de pleurer et écoutait avec de grands yeux confus. Je le serrais contre moi, essayant de tout assimiler. Les dossiers dont Vincent a parlé, dis-je lentement, existent-ils? Marcus hocha la tête. Mon père a conservé une documentation méticuleuse de chaque expérience. Données, observations, résultats. Il considérait cela comme une recherche légitime. Alors il a tout consigné. J'ai vu les dossiers une fois quand j'étais plus jeune. Il les gardait chez lui dans un coffre-fort. Où est sa maison? À 20 minutes d'ici. Elle est vide maintenant. La succession n'a pas encore été réglée. Une pensée terrible me vint à l'esprit. Marcus, si Vincent cherche ses dossiers, il ira à la maison. Oui. Alors il faut appeler la police. Marcus secoua la tête frénétiquement. On ne peut pas. Tu ne vois pas? Si ces dossiers deviennent publics, ça détruira tout. La réputation de mon père, oui, mais aussi la clinique, la fondation de l'hôpital qu'il a créé, le fonds de bourse d'études à son nom. Des milliers de personnes ont bénéficié de ces choses. Et moi, Claire, je ferai aussi l'objet d'une enquête. Je savais pour les expériences. Je pourrais aller en prison. Je fixai mon mari. Marcus, écoute ce que tu dis. Tu veux étouffer ça? Après ce que ton père a fait à ces gens? Je ne sais pas, cria Marcus, puis il baissa immédiatement la voix en jetant un coup d'œil à Owen. Je ne sais pas ce que je veux. Je n'arrive pas à réfléchir. Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. D'accord. D'accord. Allons à la maison de ton père. Nous allons prendre les dossiers avant Vincent, et ensuite nous déciderons quoi en faire. Ensemble. Marcus me regarda avec une gratitude désespérée. Merci. Merci, Claire. Nous nous sommes rendus à la maison du docteur Bennett dans un silence tendu. C'était une grande maison victorienne à la périphérie de la ville, entourée de grands arbres. L'allée était longue et sinueuse. En approchant, j'ai vu que la porte d'entrée était grande ouverte. « Il est déjà là », murmura Marcus. « Peut-être qu'on devrait appeler la police », dis-je à nouveau. Mais Marcus sortait déjà de la voiture. « Reste ici avec Owen. Verrouille les portes. S'il se passe quoi que ce soit, pars en voiture et appelle les secours. » Marcus, attends. Mais il courait déjà vers la maison. Je l'ai regardé disparaître à l'intérieur, mon cœur battant à tout rompre. Owen gémit sur la banquette arrière. « Et tout va bien, mon chéri.
dis-je, sans y croire moi-même. 5 minutes passèrent, puis 10. Je gardais la main sur mon téléphone, prête à appeler à l'aide. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai détaché Owen de son siège auto et je l'ai porté vers la maison. L'intérieur était sombre et froid. Des grains de poussière flottaient dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux. « Marcus ?» appelai-je doucement. Un bruit de fracas vint de l'étage. Je me suis précipitée vers le son, Owen accroché à mon cou. J'ai atteint le 2e étage et j'ai vu de la lumière provenant d'une pièce au bout du couloir, le bureau du docteur Bennett. À l'intérieur, Marcus et Vincent se tenèrent de part et d'autre de la pièce. Entre eux, sur le bureau, se trouvait un coffre-fort ouvert. Des papiers étaient éparpillés partout. Dossiers médicaux, fiches de données, photographies. Vincent leva les yeux quand j'entrai. Son regard était hanté. « Vous devez être la femme de Marcus. »« Éloigne-toi de ces dossiers, » dit Marcus, la voix tendue. Vincent secoua la tête. « Je ne peux pas. C'est la seule preuve que je ne suis pas fou. Que nous n'étions pas fous. Que ce qui nous est arrivé était réel. »« Ces gens sont morts, » dit Marcus. « Révéler cela ne les ramènera pas. »« Mais ça leur rendra justice, » répondit Vincent. « Ne le mérite-t-il pas ?» Marcus semblait déchiré. « Mon père a aidé des milliers de personnes. La clinique, les programmes de santé, le programme de médicaments gratuits pour les personnes âgées, tout ça vient de son travail. Bâti sur les corps de gens comme moi, » dit Vincent doucement. « Bâti sur la torture et la mort. » Je m'avançai, tenant toujours Owen. « Marcus, il a raison. Ce que ton père a fait était mal. Le cachet n'honore pas les bonnes choses qu'il a faites. Cela nous rend complices des mauvaises. » Marcus se tourna vers moi, l'angoisse sur le visage. « Claire, si ça sort, nos vies seront détruites. »« Peut-être, » dis-je. « Mais garder ce secret nous détruira d'une manière différente. Tu portes cette culpabilité depuis des années. Ça te ronge de l'intérieur. Et ces victimes, Vincent et les autres, méritent à que leur vérité soit entendue. » Vincent me regardait avec une lueur d'espoir dans les yeux. Je me suis approchée du bureau et j'ai regardé les papiers. Ils étaient à couvert de l'écriture du docteur Bennett. Nom de patient, dose de médicaments, symptômes enregistrés, effets secondaires notés. Certains dossiers portèrent le tampon « décédé ». J'ai eu la nausée. « Combien de personnes ?» demandai-je à Vincent. « Au moins 30 que je connaisse », dit-il. « Probablement plus. » Je regardais mon mari. « Marcus, ce n'est pas un choix. Ce sont des preuves de crimes, de vrais crimes contre de vraies personnes. Nous devons les remettre aux autorités. » Marcus ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je sais. Dieu me vienne en aide, je sais. » Les jambes de Vincent semblèrent flageoler. Il s'affaissa sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. « Merci, » dit-il d'une voix étouffée. « Merci. » Nous avons passé l'heure suivante à rassembler tous les documents. Il y en avait des boîtes entières, des années de tenue de registre méticuleux des expériences secrètes du docteur Bennett. Vincent manipulait chaque page avec soin, avec révérence, comme s'il s'agissait d'artefacts précieux. « Les noms de ces personnes seront enfin rappelés, » dit-il doucement. Nous avons tout chargé dans notre voiture. En route vers le poste de police, Marcus a appelé un avocat. Sa voix était maintenant stable, résignée mais aussi étrangement soulagée. Au poste, nous avons tout remis. L'officier qui a pris notre déposition semblait de plus en plus horrifié à mesure que nous expliquions ce que contenaient les documents. « Nous aurons besoin de dépositions formelles de vous tous, » dit-il, « et cela fera l'objet d'une enquête approfondie. » La nouvelle a éclaté le lendemain. Le titre barrait la une de tous les journaux et sites d'information. Un médecin bien-aimé menait des expériences illégales sur des humains. La ville a réagi avec choc et déni. Beaucoup de gens refusèrent d'y croire. Mais les preuves étaient indéniables. D'autres victimes se sont manifestées. Vincent avait eu raison. Il y avait plus de 40 personnes au total qui avaient été soumises aux expériences du docteur Bennett. Certaines étaient mortes,
d'autres avec de graves séquelles physiques ou psychologiques. Chacune a raconté son histoire. L'hôpital a retiré la statue du Dr Bennett. La clinique a été temporairement fermée en attendant l'enquête. Le fonds de bourse d'études a été dissous, l'argent redirigé vers l'indemnisation des victimes. Marcus a fait l'objet d'une enquête, mais n'a finalement pas été inculpé. L'équipe juridique a déterminé qu'il était un enfant lorsque les expériences ont eu lieu et qu'il n'avait aucune obligation légale de signaler ce que son père lui avait dit des années plus tard. Mais la culpabilité est restée. Nos vies ont complètement changé. Marcus a démissionné de son poste à l'hôpital universitaire. Il ne supportait plus de travailler dans la médecine après ce que son père avait fait. Nous avons déménagé dans une maison plus petite. Nos amis ont cessé d'appeler. Les gens en ville nous regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Mais autre chose s'est produit aussi. Vincent a commencé à nous rendre visite. Au début, c'était gênant. Mais peu à peu, Owen s'est attaché à lui. Vincent apportait des livres à Owen et lui faisait la lecture pendant des heures. Il ne parlait jamais des expériences devant Owen. Mais parfois, quand notre fils dormait, nous nous asseyions tous les trois et discutions. « J'ai passé 40 ans à être en colère », nous a dit Vincent un soir. 40 ans consumés par la rage et le besoin de vengeance. Mais maintenant que la vérité est sortie, maintenant que les gens me croient enfin, je ne sais pas quoi faire de moi-même. On guérit, dis-je. On se construit une nouvelle vie. Vincent me regarda avec gratitude. Je ne sais pas comment faire ça. Nous non plus, admit Marcus. Mais peut-être que nous pouvons trouver une solution ensemble. Marcus a pris un poste de professeur de biologie au lycée, travaillant dans la même école que moi. Le salaire était moins élevé, mais il disait trouver la paix en enseignant aux enfants la bonne façon d'aborder la science, avec éthique et humanité. La clinique a rouvert sous une nouvelle direction, avec une surveillance stricte et des pratiques transparentes. Elle a été nommée le Centre de santé communautaire Vincent Cole, en l'honneur de l'homme qui avait eu le courage de dire la vérité. 1 an après les funérailles, nous avons organisé une petite réunion chez nous. Vincent est venu, ainsi que 3 autres survivants des expériences du Dr Bennett. Nous n'avons pas beaucoup parlé du passé. Au lieu de cela, nous avons cuisiné ensemble, ri aux blagues d'Owen et fait des projets pour l'avenir. En les regardant interagir, ces personnes liées non par le sang, mais par un traumatisme et une guérison partagée, j'ai réalisé quelque chose. La famille, ce n'est pas protéger des secrets ou maintenir les apparences. C'est la vérité, la responsabilité et le choix d'aimer les gens assez pour exiger mieux d'eux et de nous-mêmes. Marcus a pris ma main par-dessus la table. « J'aurais dû faire ça il y a des années, » dit-il doucement. « Mais tu l'as fait maintenant, » répondis-je. « C'est ce qui compte. » Vincent leva son verre. « Au nouveau départ. » Nous avons tous levé nos verres. Au nouveau départ. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Owen courait dans la maison, poursuivant notre chat, son rire résonnant dans les pièces. Le son de ce rire, pur, innocent et joyeux, sonnait comme une promesse. La vérité avait brisé notre ancienne vie, mais elle nous avait aussi libérés. Nous avions perdu l'héritage de mensonges du Dr Bennett, mais nous avions gagné quelque chose de plus précieux, une famille bâtie sur l'honnêteté, une communauté forgée par la justice et la certitude que le silence face à l'injustice est une forme de crime en soi. Nous ne pouvions pas effacer le passé. Ces 30 victimes ne pouvaient pas être ramenées à la vie. Leurs souffrances ne pouvaient être effacées, mais leurs histoires seraient rappelées, leurs noms seraient prononcés. Et ça, nous a dit Vincent, ça faisait toute la différence. Ils étaient invisibles de leur vivant, dit-il. Mais maintenant, enfin, ils sont vus. Marcus a lancé un groupe de soutien pour les familles de personnes ayant commis des crimes ou des violations éthiques dans un cadre professionnel. Ils se réunissaient 2 fois par mois dans notre salon. Les gens partageaient leurs histoires, la découverte de terribles vérités sur leurs proches, leur lutte avec la question de la loyauté contre la justice et l'apprentissage de la vie avec des héritages compliqués. Je pensais qu'aimer quelqu'un signifiait le protéger quoi qu'il arrive, a dit une femme lors d'une réunion. Mais j'ai appris que le véritable amour signifie tenir les gens pour responsables. Marcus hocha la tête.
Mon père était un médecin brillant qui a aussi fait des choses monstrueuses. Ces deux vérités peuvent coexister. Je n'ai pas à effacer les bonnes choses qu'il a faites pour reconnaître les choses terribles. 6 mois plus tard, l'université a invité Marcus à donner une conférence sur l'éthique médicale. Au début, il a refusé, mais je l'ai encouragé à accepter. « Raconte-leur ton histoire », dis-je. « Peut-être que ça aidera les futurs médecins à faire de meilleurs choix que ton père. » L'amphithéâtre était plein à craquer. Marcus se tenait au pupitre, les mains tremblant légèrement, et a raconté toute l'histoire. Les crimes de son père, son propre silence, le coût de ce silence et la révélation finale de la vérité. « Je veux être clair, » dit Marcus. « Je ne suis pas un héros dans cette histoire. J'ai été un lâche qui est resté silencieux pendant des années, par peur et par loyauté mal placée. Le vrai héros, c'est Vincent Cole, qui a refusé que la vérité soit enterrée même quand tout le monde lui disait qu'il avait tort. Les vrais héros sont toutes les victimes qui se sont manifestées pour raconter leur histoire malgré le coup personnel. » À la fin de la conférence, il a reçu une ovation debout. Ensuite, plusieurs étudiants en médecine l'ont approché. « Comment pouvons-nous être sûrs de ne jamais devenir comme votre père ?» a demandé l'un d'eux. Marcus réfléchit un instant. « Remettez en question l'autorité, surtout la vôtre. Demandez-vous toujours, est-ce que je fais cela pour le bien du patient ou pour mon propre ego? Et si vous voyez quelque chose de mal, parlez. Le prix à payer pour parler est élevé, mais le coût du silence est encore plus lourd. » Vincent était dans le public ce jour-là. En quittant l'amphithéâtre, il a passé son bras autour des épaules de Marcus. « Ton père aurait détesté cette conférence, » dit-il. Marcus sourit tristement. « Je sais. Bien, » dit Vincent. « Ça veut dire que tu as visé juste. Owen a maintenant 8 ans. Il est assez grand pour comprendre, en termes simples, ce qui s'est passé avec son grand-père. Nous ne le lui cachons pas. Nous lui disons que parfois, les gens que nous aimons font de mauvaises choses, et quand cela arrive, nous devons choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable. « Est-ce que papy a fait du mal aux gens ?» a demandé Owen une fois. « Oui, » a dit Marcus honnêtement. « Il l'a fait. » Pourquoi ? Parce qu'il pensait que son travail était plus important que les droits des gens. Il s'est convaincu que la fin justifiait les moyens. Mais ce n'est jamais le cas. Owen y réfléchit. « Tu es triste que papy ait fait de mauvaises choses ?» Marcus le serra contre lui. « Je suis triste que les gens qu'il a blessés aient souffert. Je suis triste de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais je ne suis pas triste que la vérité ait éclaté. La vérité, c'est comme un médicament. Parfois, elle a un goût amer, mais elle guérit. » Chaque année, à l'anniversaire de la Révélation, nous visitons le mémorial qui a été érigé pour les victimes du Dr Bennett. C'est un simple mur de pierre, avec leur nom gravé. Vincent vient toujours avec nous. Parfois, d'autres survivants aussi. Nous restons là en silence, à lire les noms. 37 noms de personnes qui ont été utilisées et jetées, qui sont mortes inconnues et sans personne pour les pleurer. Mais maintenant, on se souvient d'elles. Maintenant, elles comptent. Penses-tu que cela compense ce qui leur est arrivé ? Ai-je demandé à Vincent une fois. Il secoua la tête. Rien ne pourrait le compenser, mais cela reconnaît ce qui s'est passé. Cela dit, vous avez existé, vous comptiez, ce qui vous a été fait était mal. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons donner aux morts, la vérité sur leur vie. Le mois dernier, une équipe de documentaristes nous a contactés. Ils veulent faire un film sur l'affaire. Au début, Marcus a dit non, mais Vincent l'a convaincu. « Les gens ont besoin de connaître ces histoires », a dit Vincent. « Pas pour faire honte à la mémoire de ton père, bien que franchement elle le mérite, mais pour empêcher que cela ne se reproduise, pour montrer que ça peut arriver n'importe où, par n'importe qui, même quelqu'un en qui tout le monde a confiance. » Alors Marcus a accepté. Le film est en cours de réalisation. C'est difficile de tout revivre. Mais c'est aussi cathartique. Nous transformons notre douleur en quelque chose qui pourrait en protéger d'autres. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. Il n'y a pas de famille parfaite et il n'y a pas de personne parfaite.
Nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. La question n'est pas de savoir si nous ferons face à des défis moraux, nous en aurons. La question est, que ferons-nous quand nous y serons confrontés? Resterons-nous silencieux, par peur ou par loyauté? Ou trouverons-nous le courage de dire la vérité, même si cela nous coûte tout? Marcus a choisi le silence pendant des années, et cela l'a presque détruit. Mais quand il a finalement choisi la vérité, cela l'a sauvé. Pas des conséquences, il y en a eu beaucoup, mais de la culpabilité corrosive qui le rongeait de l'intérieur. Vincent a passé des décennies à être ignoré et traité de menteur, mais il n'a jamais cessé de dire sa vérité. Et finalement, quelqu'un a écouté. Quant à moi, j'ai appris que l'amour n'est pas une loyauté aveugle. Le véritable amour voit clairement et choisit quand même de rester. Mais seulement si la personne que vous aimez est prête à affronter sa vérité et à faire mieux. Nous nous asseyons sur notre porche le soir maintenant, nous trois. Marcus, Vincent et moi, pendant qu'Owen joue dans le jardin. Nous sommes devenus une famille improbable, liés non par le sang, mais par un engagement commun envers la vérité et la justice. Le regrettes-tu parfois? Ai-je demandé à Marcus une fois. D'avoir parlé, d'avoir tout perdu? Il a longuement réfléchi. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais non, je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je peux me regarder dans le miroir sans ressentir de honte. Vincent hocha la tête. C'est ça, la liberté. La vraie liberté n'est pas l'absence de conséquences. C'est la présence de l'intégrité. Le soleil se couche derrière les arbres, peignant tout en or. Owen court vers nous, taché d'herbe et essoufflé, plein d'histoires sur les aventures qu'il a vécues aujourd'hui. Nous le prenons sur nos genoux et nous écoutons. Nous écoutons vraiment, chaque mot. Voilà à quoi ressemble une famille. Pas la perfection, mais l'honnêteté. Pas l'absence de douleur, mais la volonté de l'affronter ensemble. Pas la protection de secrets nuisibles, mais le courage de dire des vérités difficiles. La statue du docteur Harrison Bennett a disparu. Son nom a été retiré des bâtiments. Son héritage de mensonges s'est effondré. Mais à sa place, quelque chose de meilleur a grandi. Un engagement en faveur d'une médecine éthique, une communauté qui écoute les personnes vulnérables, et une famille choisie, imparfaite, mais réelle, bâtie sur la vérité. Et cela, je pense, est le plus grand hommage que nous puissions rendre à ces 37 personnes dont les noms sont gravés dans la pierre. Nous avons appris de ce qui leur a été fait. Nous avons changé grâce à elles. Et nous ne laisserons jamais leurs histoires être oubliées.